Bonsoir, bienvenue. Nouvelle session d'information sur Eden Télévision à suivre dans ce journal. Ouverture ce mardi de la 8e réunion plénière du réseau des autorités centrales et des procureurs d'Afrique de l'Ouest. José Didier Tonanto, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, était face aux députés ce lundi pour défendre le budget 2019 de son département. Et en interactualité, en France, le mouvement citoyen Gilets jaunes proteste toujours contre la hausse du prix du carburant et la pression fiscale devenue insupportable. Ce sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans le cadre de l'étude en commission du projet de budget général de l'État exercice 2019. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonanto, était ce lundi face à la représentation nationale. En tout premier lieu, le ministre a expliqué la baisse du budget 2019 par rapport à celui en cours d'exécution. Suivant ici un extrait du ministre. Et je voudrais ici préciser que le budget du ministère du Cadre de vie et du Développement durable s'élève à 68 milliards 216 millions 316 000 francs CFA. C'est un budget qui est en légère baisse par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière nous étions à 75 milliards environ. La sollicitation financière baisse légèrement en 2019. C'est ça qui explique essentiellement que nous passions de 75 milliards à 68 milliards. Alors, les principaux projets que nous allons aborder l'année qui vient, et le PAG se réalise sur 5 ans. Donc, nous poursuivons la mise en œuvre des projets, et chaque projet dure environ 2 à 3 ans. Donc, c'est le même projet que nous poursuivons. Nous avons fait les études, nous avons démarré les chantiers. Nous ne ferons pas d'éléphant blanc, il faut conduire les projets à terme. Il s'agit de poursuivre la protection côtière. Cotonou est pratiquement terminé. Nous avons quelques améliorations en cours comme la purge du terrain pour la promotion immobilière à Copa de Domé, la création du lac marin à PLM. Nous allons attaquer à Vlekete, qui est le deuxième segment de protection. Et enfin, nous venons de boucler le financement pour le troisième segment qui part de la frontière de Ila-Kondi jusqu'à l'embouchure du fleuve Mono, ce qu'on appelle d'habitude la bouche du roi. Alors, nous poursuivrons également les chantiers des cités administratives. La cité administrative d'Abomey-Calavi, les 12 cités administratives dans les départements et également la cité ministérielle qui va passer en projet PPP. Ouverture ce mardi à Cotonou de la 8e réunion plénière du réseau des autorités centrales et des procureurs d'Afrique de l'Ouest, WACAP, et de la 5e réunion plénière du réseau interagence de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest, ARENWA. Cette réunion conjointe est prévue pour se dérouler du 20 au 23 novembre 2018. WACAP et le ARENWA sont des réseaux constitués de points de contact nationaux qui jouent un important rôle de facilitation d'échange d'informations entre pays et la coopération dans les affaires judiciaires. La réunion plénière conjointe des membres de ces réseaux, ouverte ce 20 novembre 2018, a pour but de faire le bilan des activités de l'année écoulée, discuter et prendre des résolutions pour la lutte contre la criminalité transfrontalière, notamment le trafic illicite de migrants et le blanchiment d'argent. Les actions de ces réseaux sont soutenues par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC. À l'heure où les groupes criminels organisés traversent les frontières, diversifient leurs activités et collaborent avec d'autres groupes ou structures dans les mêmes fins, le profiter du crime, il est nécessaire d'avoir une approche transfrontalière, mais également interdisciplinaire pour les combattre. Les réseaux comme WACAP et ARENWA ou la plateforme Sahel sont des mécanismes qui facilitent la coopération judiciaire pour lutter contre toute forme de criminalité grave et organisée, ainsi que bien sûr le terrorisme. Les participants à cette rencontre internationale proviennent de plusieurs pays d'Afrique, membres de ces deux réseaux, et les réflexions seront menées autour du thème « L'entraide pénale internationale et les mécanismes de coopération dans la résolution des affaires de criminalité transnationale ». Il conviendrait que les participants s'emploient à explorer les mesures et les stratégies que nos États peuvent employer afin de traiter l'ensemble du problème de la criminalité transnationale. Aussi, s'agira-t-il d'accorder sur les modèles de demande d'entraide judiciaire
pour en assurer l'efficacité. J'ai noté qu'au menu des discussions figure également l'épineuse question des migrants. Monsieur l'ambassadeur, vous l'avez souligné. À ce propos, chers participants, vos échanges gagneraient à établir dans les termes convenables le projet Promis, une initiative visant à renforcer les capacités de détection, d'investigation et de poursuite des affaires de migrants en Afrique de l'Ouest et en Europe avec une approche centrée sur les violations des droits de l'homme. À l'issue de cette rencontre, il sera signé une déclaration de partenariat entre l'Italie et le WACAP dans le but de renforcer la coopération internationale en matière pénale, notamment à travers des échanges de juges ou procureurs. Vous le savez déjà, le président de la République a échangé le week-end écoulé avec les responsables des entreprises publiques et privées du Bénin sur la relance du sport national. Patrice Talon a rassuré lors de cette réunion ses patrons qu'ils bénéficieront d'allègements fiscaux sur les investissements exclusivement faits dans le cadre de leur club sportif. Que pensent les Béninois d'une telle initiative? Suivez-les. Quelque chose que nous pouvons louer et applaudir parce que quelque part, c'est des réformes que nous attendions il y a de cela longtemps. Dans les États, dans les autres nations où le sport marche, je pense qu'il y a toujours des sponsors qui mettent la main à la pâte. Maintenant que c'est venu dans notre nation, nous ne pouvons que acclamer et soutenir. Parce que le football fait développer chaque nation. Je veux dire, si nous prenons l'exemple du Brésil tout près là, c'est le football qui a fait que le Brésil est aujourd'hui une puissance forte. Donc, si nous pouvons, comment appelle-t-on, supporter le chef de l'État dans ce sens, je pense que le sport serait, comment appelle-t-on, une chose importante au Bénin. C'est une très bonne initiative. Si les chefs d'entreprise peuvent l'aider, ça peut. C'est pas une mauvaise initiative en fait. Une bonne initiative qu'on devrait supporter. On devrait accompagner les chefs d'entreprise, les acteurs du sport en général. On devrait accompagner le chef de l'État dans ce projet. Puisque si on jette un regard au dehors, c'est-à-dire vers les nations où le sport roi est développé, ce n'est plus un truc de la basse-cour, mais c'est le sport roi, c'est une industrie carrément. Nous avons besoin effectivement des chefs d'entreprise pour le développement de notre sport. Par exemple, si nous prenons la Côte d'Ivoire, il y a l'Orange qui supporte le championnat ivoirien. Et le championnat, notre championnat passé, il y avait Move qui supportait notre championnat. Ça a évolué normalement. Donc sans les chefs d'entreprise, ça ne peut pas s'y développer comme ça. Ça ne peut pas développer. Donc nous invitons effectivement les chefs d'entreprise à aider le gouvernement pour le développement du sport au Bénin. Culture, les artistes du littoral étaient à cœur ouvert ce lundi 19 novembre avec le directeur du Fonds des Arts et de la Culture lors d'une séance d'échange, d'information et de mise au point sur la nouvelle vision et les réformes du gouvernement Talon dans le domaine culturel. Reportage Carnot François, Rombélé Rentor et Denis Maroya. Culture a rencontré dans l'après-midi de ce lundi 19 novembre 2018 les acteurs culturels, toutes catégories confondues du littoral. Objectif, échanger avec ces derniers sur les nouvelles visions et réformes du Fonds des Arts et de la Culture, comme l'introduit si bien le directeur départemental du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports du littoral, Edgar Odiosu. Comme le chef de l'État l'a toujours dit, tous les secteurs qui ont du mal à décoller verront des mécanismes appropriés pour pouvoir reprendre leur essor. Je ne suis pas la personne la mieux placée ce soir pour vous entretenir sur ces différentes réformes. Mais par contre, la personne la mieux placée, il s'agit bien du directeur général du Fonds des Arts et de la Culture qui va vous entretenir sur ces différentes réformes. Les voies et moyens, les différentes formalités à faire pour se faire appuyer sous n'importe quelle forme. Je pense que M. Gilbert Dehou va vous entretenir tout à l'heure sur ces points. S'en est suivi après des explications de la part du directeur sur non seulement la nouvelle appellation du Fonds des Arts et de la Culture, mais aussi sur les réformes de l'institution.
certaines mauvaises langues ont au fait de dire que c'est parce que le gouvernement du président Patrice Talon n'entend plus aider les artistes, les accompagner, et que c'est pour cela que le mot « aide » a été retiré et remplacé par le mot « art ». La voie la plus indiquée pour apporter le démenti est la mienne. Il n'a jamais été question pour le chef de l'État de ne plus accompagner les acteurs culturels. Avec le Fonds des arts et de la culture, je voudrais vous rassurer que tous les produits que cette direction offrait aux acteurs culturels demeurent. Mais mieux, il y a eu 2 autres produits qui se sont ajoutés. Il s'agit du fonds de bonification et de la détection des talents. 2 ans après, diront les artistes que le Fonds des arts et de la culture renaît de ses cendres pour l'essor et le bien-être des acteurs culturels du département du littoral. Il ne reste qu'à souhaiter que toutes ces réformes soient mises en œuvre pour qu'enfin l'artiste puisse vivre de son art. À la fin de la séance, certains artistes nous ont confié leurs impressions. Je tiens déjà à dire merci au gouvernement, merci à tous ceux qui sont dans le secteur de la culture. C'est déjà, moi, ma demande était toujours qu'on puisse apporter ce plus-là à la culture béninoise. Et je pense que c'est le moment. Je pense que maintenant le président regarde vers nous et qu'il va faire quelque chose pour notre culture. Moi, mon coup de cœur, c'est qu'on puisse vraiment aider ces artistes-là qui sont encore dans l'ombre et qui ont du talent et qui veulent vraiment réussir. Et j'espère qu'ils vont vraiment faire ça. Je suis très très content. J'ai vu que à travers le ministère de la Culture, que les choses vont réellement démarrer maintenant et que le directeur général a pris la grande mesure des choses. Il veut avancer avec les artistes et que le gouvernement pense réellement aux artistes béninois. Maintenant, il faut que les artistes de leur côté travaillent réellement pour montrer qu'ils sont réellement des talents dans le pays. Il faut qu'il y ait vraiment un bon travail à notre niveau d'abord, un bon son et que l'on soit vraiment apprécié par la population. J'ai beaucoup aimé ce que le directeur a dit. Maintenant, moi je dis, c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Si effectivement ça se réalise, ça va changer beaucoup la vie des artistes. L'artiste va vivre enfin de son art. Santé, Cotonou a accueilli les lundis 19 et mardi 20 novembre la réunion du comité scientifique du plan stratégique national intégré pour l'élimination du VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies. Cette rencontre devrait permettre aux participants de trouver les moyens de riposte afin d'éliminer toutes ces affections d'ici 2030. Carole Olaye et Frédéric Fiossi pour le point. Éliminer d'ici 2030 le paludisme, les IST, les hépatites, la tuberculose, le VIH-Sida et les épidémies est une prescription de l'Organisation mondiale de la santé à l'endroit des pays africains. Pour l'atteinte de cet objectif au Bénin, le Conseil national de lutte contre toutes ces affections à travers son secrétariat exécutif, dans son plan de travail pour 2018, a décidé de soumettre les résultats de ces différents travaux à l'appréciation des membres du comité scientifique constitué des enseignants-chercheurs, professeurs de divers grades et des consultants. Ces derniers auront donc, au cours de ces assises de 48 heures, à faire des analyses critiques des différentes stratégies et approches novatrices, faire de nouvelles recommandations en vue de l'élimination complète du VIH-Sida, de la tuberculose, des hépatites et autres affections d'ici 2030. Nous ne travaillons pas en bas pour nous pouvoir rester au Bénin simplement pour dire ce que nous avons fait. Et déjà bien, nous pouvons y aller parce que ça va être des ressources qui vont être mises en jeu demain. Et c'est justement ce pourquoi nous avons, à travers le monde, identifié les sommités, surtout au niveau des universités, qui travaillent sur cette thématique-là, qui ont des évidences sur cette thématique-là, pour les réunir, pour dire voilà ce que nous avons fait, est-ce que nous pouvons aller de l'avant avec. S'il est clair qu'on note une réduction de taux de contamination de certaines de ces affections depuis 2011 au Bénin, il n'en demeure pas moins que l'état des lieux des actions menées en vue de leur éradication complète reste peu reluisant. Il y a 5 phases intermédiaires.
est qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau de ces 4 maladies à la première phase. Il n'y a que la tuberculose qui se trouve au niveau de la deuxième phase, qui est l'état de la pré-élimination. Donc, ce qui fait que pour nous, nous avons beaucoup de chemin à faire. Initiée par le chef de l'État, cette première session du comité scientifique du PSNIE va donc permettre un suivi stratégique du document final qui fera encore objet de validation au cours d'autres rencontres ultérieures. Médias, une délégation de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a sillonné plusieurs médias de l'Atlantique ce lundi. Objectif, entretenir les professionnels des structures de presse sur les règles éthiques et déontologiques du métier de journalisme. Dans l'après-midi de ce lundi, la délégation a été accueillie par le personnel de Eden Télévision et Diaspora FM. À la fin des discussions, le secrétaire général de l'ODEM, Fortuné Sousa, a laissé quelques mots à nos micros. L'objet de cette visite est pédagogique. Pédagogique en ce sens que on dit souvent dans notre pays que nul n'est censé ignorer la loi. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait des moments de sensibilisation, des moments de rappel de cette loi-là. Et vous savez, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias est cette instance-là qui s'occupe, qui veille à ce que l'on exerce le métier de journaliste en suivant les règles éthiques et déontologiques. Parce que nous disposons dans l'exercice, dans la pratique de ce métier-là, d'un code de déontologie. Et il faut forcément respecter ce code-là lorsqu'on veut produire de l'information. Et vous savez que bientôt nous aurons des élections au Bénin, les élections législatives. Donc c'est un devoir pour l'ODEM d'aller dans les différents médias pour sensibiliser davantage, pour aller au contact. Nous faisons des sensibilisations à distance. Mais cette fois, il faut aller au contact des différents acteurs des médias pour vraiment leur mettre l'accent sur les éléments qui concernent la vérification de l'information, qui concernent l'assurance de cette information-là qui est capitale. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous allons à la collecte de l'information, lorsque nous traitons cette information, nous devons nous assurer à 100% que l'information que nous voulons diffuser est une information vraie. Journalistes que nous sommes, lorsque nous exerçons notre métier avec professionnalisme, nous demeurons toujours des éveilleurs de conscience, nous demeurons toujours de ceux-là qui sont professionnels, pur et simple, professionnel, pur et dur, et jamais le pire n'arrivera par nous. Parce que l'outil information est un outil très sensible, est un outil délicat, et il faut toujours manipuler cela avec beaucoup de circonspection. En interactualité, nous rendons en France à présent où des barrages filtrants et des centres commerciaux sont toujours fermés. La Réunion, elle, est toujours paralysée par les gilets jaunes. Sur l'île, le mouvement donne lieu à une flambée de violence et un couvre-feu a été mis en place la nuit dans la moitié des communes. Rappelons que ce mouvement proteste principalement contre la hausse du prix du carburant et la pression fiscale dans toute la France. Il veut jouer à tête dure, il veut la révolution de mai 68. S'il veut la révolution de mai 68, ben, il va l'avoir. Chez nous à La Réunion, on dirait qu'on nous laisse pas. Quand on dit quelque chose, nous prenons pour des voyous, et alors que on prend des voyous, on est des citoyens français comme tout. Et pour qu'on est éloigné, le gouvernement ne nous tient pas compte. C'est très compliqué depuis samedi. Voilà, je fais des allers-retours et je suis toujours sur la route. Et malheureusement, on ne peut rien faire d'autre qu'attendre, patienter. Mais je suis de tout cœur avec les manifestants. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.